Maintenant que ma deuxième année de l'école d'IAD est quasiment terminée, je peux faire la suite de la vidéo que j'avais fait sur la première année de cette spécialisation. Je dis quasiment parce qu'au moment où sort cette vidéo, je pense qu'il me reste encore du stage, sauf si cette vidéo prend vraiment beaucoup de retard, mais normalement il me reste 1 voire 2 stages selon quand sort la vidéo. Bref. Mais j'ai fini la partie théorique et donc je vais pouvoir vous parler de cette année dans sa globalité. Et si t'as pas vu la vidéo de la première année, elle est dispo juste ici. Ou juste ici, je sais jamais. Si la première année peut être considérée comme une sorte de sprint vu la quantité de cours qu'on doit apprendre pour les partiels de chacun des semestres, la deuxième année c'est un peu différent. On est plus sur de l'endurance. Attention, je vais encore une fois parler de mon organisation dans l'école de Paris. Je pense que selon les écoles ça peut changer un petit peu, même si y a des trucs qui forcément vont pas changer vu qu'à la fin on a le même diplôme. On va commencer comme pour le premier épisode pour la première année, avec d'abord la partie théorique, puis je vous parlerai du parcours de stage de deuxième année. Un énorme avantage de la deuxième année, c'est que les partiels seuls sur table sont beaucoup moins nombreux et moins denses. Ça, c'est mon avis. En revanche, il y a pas mal de travaux de groupe, un petit peu au final comme pendant la deuxième année de l'IFSI, sur de la lecture critique d'articles, des statistiques, la recherche, de l'éthique, la déclaration d'événements indésirables, ce genre de choses. Et en parallèle des cours magistraux de ces travaux de groupe, de ces 2 nouveaux cours magistraux, il y a le fameux mémoire de recherche. Vous allez vite comprendre pourquoi je parle plutôt d'endurance pour la deuxième année, parce que pour cette deuxième partie de la spécialisation, tout prend du temps. Moins d'énergie à l'instant T, c'est mon ressenti, mais ça pompe de l'énergie tout au long de l'année en continu. Notamment parce qu'il y a cette espèce d'échéance qui plane au-dessus de nos têtes. Mémoire de recherche. Comme une épée de Damoclès, c'est-à-dire rendre le mémoire de recherche et le soutenir. Parce que vous allez voir qu'on peut pas le torcher en un mois et basta, c'est terminé, c'est très risqué de le rusher à la fin. Il y a vraiment des étapes clés à suivre et ça prend beaucoup d'énergie, c'est très chronophage et on y pense beaucoup tout au long de l'année. Et s'il y avait que ça, à la rigueur ce serait pas grave, mais il y a quand même les partiels, les travaux de groupe et les stages qui sont pour certains en deuxième année plutôt compliqués, enfin qui nous font sortir de notre zone de confort qu'on avait un petit peu acquis en première année. Là aussi c'est comme mon avis, il y en a qui vont rouler sur tous leurs stages, j'ai pas particulièrement de difficultés, mais moi il y a des stages qui m'ont demandé beaucoup plus de concentration et d'énergie qu'en première année. Enfin, concentration différente, parce qu'en fait en première année on découvre tout, donc on a tout à apprendre, on doit énormément s'investir aussi, mais en deuxième année, je suis en train de parler des stages alors que j'ai dit je finissais la partie théorique. Je vous reparlerai des stages après, et de pourquoi c'est différent des stages de première année. Oui, au fait, je tiens à préciser, si vous êtes rentré à l'école d'IAD en pensant faire un mémoire comme à l'IFSI, vous vous trompez. Je tiens à préciser, le niveau du mémoire de recherche pour obtenir le grade Master 2 est beaucoup plus énervé que ce qu'on nous demande pour un niveau licence. Ça paraît plutôt logique, et là, vous allez vraiment faire de la recherche. Je compte faire en 2023 une vidéo consacrée entièrement au mémoire, donc je vais pas m'attarder beaucoup là-dessus dans cette vidéo, mais en gros, vous allez devoir proposer un sujet à vos formateurs avec déjà une mini-biblio, des références, où vous voulez aller, etc. Et eux vont vous le valider ou non, et vont ensuite vous attribuer un directeur de mémoire qui va vous accompagner sur le suivi de votre méthodologie pour le mémoire tout au long de l'année. Et à l'issue, bien évidemment, il y aura une soutenance, un petit diaporama à préparer, sinon c'est pas rigolo. En deuxième année, les cours sont beaucoup plus axés sur le préhospitalier. Toutes les urgences préhospitalières, donc le polytraumatisé, le damage control, les intoxications, les envenimations, etc. Peut-être aussi pour ça que j'ai eu moins de difficultés en deuxième année, parce que je pense que ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que le préhospitalier, c'est vraiment mon dada. Même si j'adore aussi l'anesthésie, mon dada. Mais qui utilise encore cette expression? Enfin, en 2024. On n'est pas en 2024, on est en 2022. Alors, actuellement, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, il est 23h40, c'est la 3e que je tourne. Je suis en train de m'énerver tout seul. Mes voisins vont monter. Ce que je disais, j'ai eu plus d'aisance dans les urgences préhospitalières, et d'ailleurs ça tombe bien parce qu'on a tellement bouffé d'anesthésie que moi j'arrivais à saturation de l'anesthésie et j'étais très content de voir un petit peu autre chose en deuxième année. Et vous allez voir que même si vous n'êtes pas branché préhospitalier, ça fait du bien de voir autre chose aussi, et ça vous sera utile toute votre vie. Il y a aussi beaucoup de cours sur la réanimation, pour ceux qui en ont jamais fait, c'est toujours utile, la communication, l'éthique, la douleur, vraiment beaucoup de cours sur la douleur, d'ailleurs vous allez avoir un partiel entièrement consacré à ça, et c'est peut-être un des plus compliqués de la deuxième année d'ailleurs. Les plans de secours multivictimes, la médecine de guerre, statistiques, recherche, bibliographie, lecture critique d'articles, anglais, etc. Et il y a également en deuxième année le fameux stage recherche. Je le mets dans la partie théorique parce que vous allez voir que c'est plus de la théorie que de la pratique.
Et surtout parce que après le stage recherche, il faut rédiger un rapport de stage recherche qui va lui aussi vous demander pas mal de temps. Selon les écoles, le stage recherche peut tomber un peu n'importe quand dans l'année et par exemple moi c'est tombé au pire moment pour mon mémoire, ce qui fait que je me retrouve à faire des stats pour mon stage recherche alors que je devais en faire aussi pour mon mémoire. C'était génial. Ce stage dure en général 4 semaines et vous allez être greffé à une équipe de recherche au sein d'un établissement de santé. Là, c'est un peu au petit bonheur la chance. Renseignez-vous bien avant de demander un lieu de stage recherche, si on vous laisse le choix, bien évidemment. Il y a des lieux de stage où vous ne ferez que du recueil de données, en consultation d'anesthésie, en réanimation, de bloc opératoire, en salle de réveil. Des endroits où vous ne ferez que de l'analyse de données, des endroits où vous ne ferez que de la biblio, des endroits où vous ferez les deux, voire les trois en même temps, et des endroits où vous ne ferez pas de recherche du tout, mais plutôt des photocopies et du café pour le chef de service. Moi, en l'occurrence, je l'ai fait en consultation d'anesthésie, on a fait du relevé de données et un tout petit peu d'analyse à la fin, on voyait les patients avant et après les consultations d'anesthésie pour évaluer leur anxiété vis-à-vis de leur opération à venir. Voilà, pour vous parler un petit peu de mon cas. Donc, renseignez-vous bien sur le lieu de votre stage recherche. Ah oui, j'ai pas précisé, mais le rapport de stage est évalué et compte pour le semestre 3 ou 4, je sais plus. Ça paraissait peut-être évident, mais je tenais à le préciser quand même. Concernant l'anglais, je pense que ça change beaucoup selon les écoles. Dans tous les cas, il faudra rédiger votre abstract en anglais et c'est ça qui comptera pour votre semestre 4. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la partie théorique. Concernant les stages, ça va varier un petit peu selon les écoles, mais vraiment pas grand-chose, je pense. À part pour le stage au SMUR. Normalement, c'est un stage obligatoire. À Paris, il reste obligatoire et heureusement. Faudra peut-être pas oublier que c'est un de nos champs de compétences principaux, hein, donc vraiment, même si vous aimez pas ça, forcez-vous à y aller. Si jamais il n'y a plus d'étudiants IAD dans les SMUR, on se demandera pourquoi les IAD demandent d'aller au SMUR après. Pensez-y, peut-être au cours de votre carrière, le préhospitalier vous intéressera. Donc ne vous enfermez pas dans une case, c'est très intéressant de découvrir le préhospitalier également. Concernant les autres stages obligatoires, il y aura un stage en équipe douleur, un stage en pédiatrie, un stage en maternité, et c'est tout pour les stages obligatoires. Après, il vous reste du coup des stages optionnels. Ces stages sont beaucoup plus courts qu'en première année, ils durent 4 à 5 semaines, là aussi dans mon école, mais je pense que c'est partout pareil. Les 3 stages optionnels. Petit conseil. Dans mon école, on pouvait faire une liste de choix de stages, et moi je me suis dit, quitte à être à Paris, autant faire le bourrin et faire que des stages de chirurgie spécialisée. Nope. Pas le bon plan. Je vous spoil la suite, c'est pas du tout le bon plan. J'ai donc pris chirurgie cardiaque, chirurgie thoracique et neurochirurgie. Ouais, ça fait classe comme ça. C'était la pire idée que j'ai eue. Je vous explique. J'ai pas encore fait la neurochirurgie au moment où je tourne cette vidéo, donc je ne peux pas juger sur cette spécialisation. Au final, si, je viens de finir mon stage de neurochirurgie et j'avais plus de liberté qu'en chirurgie cardiaque et en chirurgie thoracique, mais c'est surtout que j'ai pu aller me balader dans d'autres spécialités, refaire du viscéral, aller en salle d'urgence, etc. Donc encore une fois, ça change rien au conseil que je vais vous donner. En revanche, je peux vous dire que entre la chirurgie cardiaque et la chirurgie thoracique, le point commun, c'est que c'est des chirurgies qui sont tellement spécialisées qu'on a quasiment aucune liberté en anesthésie. C'est tout le temps la même chose, tout est millimétré et en plus, on est tout le temps avec un médecin anesthésiste dans notre bloc opératoire. On est beaucoup moins autonome en anesthésie qu'en orthopédie ou en viscéral par exemple. C'est vraiment hyper intéressant sur le plan technique parce que c'est des choses qu'on ne voit pas ailleurs, mais passer tous ces stages de 4 semaines dans des lieux spécialisés comme ça, bah c'est pas le bon plan. Tout va être très répétitif dans ce genre de chirurgie et j'ai vraiment retrouvé ça, même si la chirurgie cardiaque et la chirurgie thoracique ça n'a rien à voir, sur le plan anesthésique c'est des chorégraphies, c'est des choses qui sont vraiment millimétrées, protocolées, et donc en fait bah on se rend vite compte que c'est tout le temps la même chose parce qu'il n'y a pas 50 000 opérations différentes et surtout il n'y a pas 50 000 anesthésies différentes pour ce type de chirurgie. Donc entre ces services ultra spécialisés avec peu d'autonomie et services de maternité on ne connaît absolument rien et donc on est très souvent tout le temps très accompagné. En pédiatrie, heureusement moi j'ai de la chance d'avoir bossé en pédiatrie avant donc j'ai pu être un petit peu autonome, mais si jamais vous avez jamais fait de pédiatrie, il y aura vraiment toujours quelqu'un derrière votre dos. Donc vraiment un conseil, ne faites pas que de la chirurgie spécialisée dans vos stages optionnels. Prenez un stage classique, même de la chirurgie ambulatoire, la chirurgie ortho, enfin faites quelque chose où vous pourrez avoir de l'autonomie et vous pourrez vraiment en deuxième année on est censé déployer ses ailes de petit anesthésiste et au final moi j'avais l'impression que je déployais plus mes ailes en fin de première année parce que j'étais dans des services où on avait plus de liberté et donc les IAD me laissaient faire plus de choses et prendre plus d'initiatives. C'est surtout ça, hein. Dans les chirurgies spécialisées, prise d'initiative c'est très compliqué parce que la chirurgie est tellement précise qu'il faut que l'anesthésie soit tout aussi précise derrière. Voilà, petit conseil pour pas être cloué au sol dans les chirurgies spécifiques, et c'est normal, il y a le mot spécifique dedans donc c'est normal qu'on puisse pas volter de partout. Prenez des stages de chirurgie plus classiques en deuxième année.
Mais faites au moins un stage de chirurgie spécialisée, c'est hyper intéressant. Mais pas 3 quoi. Je vous l'ai dit, les stages sont beaucoup plus courts en deuxième année, donc ça a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est que vous allez pouvoir voir plus de choses, mais vous allez aussi voir plus d'équipes différentes, donc vous allez devoir vous réadapter à chaque fois. Ça demande de l'énergie, d'autant que la barre d'attente est un cran plus haut en deuxième année, et sachant que la difficulté des stages est aussi un cran plus haut. Si vous prenez, je vais pas le répéter. Mais vraiment, en deuxième année, il y a un cap, et surtout plus on approche de la fin de la deuxième année, c'est que les équipes sont de plus en plus exigeantes en stage, elles vont de plus en plus vous laisser seul, et elles vont de plus en plus attendre de vous que vous soyez complètement autonome. Donc ça aussi, c'est une autre forme de pression. Et les stages de fin d'année sont stressants. Donc voilà, la théorie, c'est un peu plus facile en deuxième année avec les partiels, mais d'un autre côté, il y a le mémoire de recherche. Il prend énormément de place, les travaux de groupe, il y a toujours quelque chose à faire. On a toujours des choses à faire chez nous, même hors partiel. Et ça, avec les stages un peu plus... Ouais, je sais pas si j'ai passé une année beaucoup plus agréable que la première. C'est une fatigue différente. Je suis content que ça n'ait pas été 2 fois la même année, on va dire. C'est un rythme différent, ça change. Mais ça reste pas très agréable. Mais voilà, je vois le bout de la lumière au... Passe à l'expression. Je vois la lumière au fond du tunnel. J'en vois le bout et je suis content et je ne reviendrai jamais sur ma décision d'avoir fait ça. Je ne regretterai jamais. Donc vraiment, même si c'est difficile et même si vous voyez mes 2 vidéos et que vous vous dites je ne ferai jamais ça, c'est difficile mais ça vaut le coup. Donc vraiment, foncez. Si jamais vous regardez cette vidéo et que vous hésitez à tenter le concours. J'en profite pour glisser que si jamais tu veux préparer le concours et que tu hésites peut-être à faire IAD pour pouvoir faire du SMUR après, arrêtez d'écouter les gens qui disent qu'il n'y a plus d'IAD au SMUR. C'est pas vrai, il y a même des SMUR qui reprennent les IAD, qui reprennent les IAD et des infirmiers. C'est un autre débat, je vais pas débattre dans cette vidéo de l'exclusivité des IAD au SAMU. Pour moi, la mixité c'est possible, mais pour moi, il faut pas retirer les IAD du SAMU, et d'ailleurs, j'espère qu'à l'avenir, il y aura cette mixité, qu'il y aura des IAD qui vont retourner au SAMU. Donc vraiment, moi j'ai fait cette spé en grande partie pour ça à la base, et j'adore l'anesthésie, et je sais que j'en ferai au cours de ma carrière dans tous les cas, mais n'allez pas penser qu'une fois IAD, vous ne ferez pas de SAMU. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est possible. Voilà, j'ai passé mon petit message. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, et je vous dis à la prochaine. Salut! I'm in a big house.